Bonjour, Bonjour. je vous écoute. Écoutez, d'abord merci de m'écouter, merci de m'apporter vos conseils parce que je vais avoir grandement besoin de vous sur quelques points techniques d'arbitrage et notamment parce que j'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu la notion de duel, comment moi en tant qu'arbitre je vais pouvoir mieux appréhender le duel et notamment j'aimerais c'est avoir plus de connaissances sur la notion de cylindre défensif. Parce que bon, moi je suis JAJT3, je suis jeune arbitre et c'est vrai qu'on me parle souvent de cylindre défensif, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, c'est vrai que c'est une notion qui n'est pas forcément facile à comprendre. Écoutez, je vais essayer de vous l'expliquer à travers un document. Mais déjà, c'est bien quand vous en avez parlé. Et c'est vrai que c'est une notion qui est importante, qu'on devrait même connaître en tant que joueur, que les entraîneurs, les personnes qui encadrent aussi l'arbitrage devraient connaître, tous les arbitres. Voilà, écoutez, je vous partage un document et on s'appuie dessus. Et puis éventuellement, je complète vos questions au fur et à mesure si ça vous va. Super, merci beaucoup. Au top. Alors, donc, petit document qui a été fait avec la CTA. Donc, c'est la notion de duel que nous, on a et la notion de protection du joueur. Alors, la première question, si je ne me trompe pas, c'était cette notion du coup de cylindre. Alors, il faut savoir que le cylindre, c'est l'espace défini en trois dimensions, donc devant soi, derrière soi, sur les côtés, du coup en hauteur, qui est défini par plusieurs segments du corps. Donc, les épaules, ligne d'épaule. Donc, voilà, les hanches, donc ça, c'est la largeur. L'espace arrière, c'est par rapport à cette notion de bras tendu, et l'espace avant, cette notion de bras tendu. Donc, si je fais un cercle autour de mon bras, sans être bras tendu, ça correspond au volume devant-derrière. Voilà. La hauteur, ça correspond à ma hauteur de mes épaules. Voilà. Donc, ça fait un espace, en gros, un cylindre, c'est l'espace que vous voyez, qui est d'ordre un petit peu cylindrique. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de cylindre. Et c'est l'espace où, théoriquement, je pourrais intervenir en tant que défenseur. Donc, bien penser à ce qui est autorisé, hein. Bras tendu, pas autorisé, donc forcément bras fléchis pour contrôler. Euh, Autre point qui est important, qui est un complément de votre question, c'est quoi en fait un bon positionnement pour un défenseur? Théoriquement, ce serait que le défenseur il se situe dans la trajectoire perpendiculaire à celle du joueur et positionné vis-à-vis du centre du but. Alors, ça existe vis-à-vis du porteur de balle, mais ça existe aussi vis-à-vis du non-porteur de balle. Un attaquant pardon, qui essaie de rentrer et un défenseur qui fait face à lui, qui essaie de rentrer en pivot et qui lui rentre dedans, on peut considérer que c'est un passage en force. Donc, D'accord. plusieurs repères. Dans la mesure du possible, avoir les épaules orientées et perpendiculaires du coup au joueur adverse. Ça, c'est quelque chose, c'est une notion qui est importante. Donc, ça permet d'être vraiment en face. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis, forcément, les épaules et les bras. Donc, globalement, si on prend cette notion de cylindre, je n'ai pas le droit de défendre comme ça. Par contre, si je prends mon largeur d'épaule, là, mes coudes sont à l'alignement de mes épaules. Donc là, je contrôle. Donc là, j'ai le droit de défendre du coup dans cette posture-là. D'accord. Voilà. C'est bien, c'est intéressant ce que vous me dites parce que c'est vrai que quand on arbitre, en fait, les joueurs et les joueuses ne comprennent pas tout le temps quand on parle de cylindre et ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas le droit de défendre les bras en dehors du cylindre. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. Alors là, souvent, ce qui est confondu, c'est l'action en fait du défenseur, du bras du défenseur qui va vers l'attaquant ou l'attaquant qui se baisse. Et c'est là où c'est important que le défenseur, s'il a une bonne posture, il ne se fera jamais sanctionner. Par D'accord. contre, s'il a les bras qui dépassent vraiment du cylindre, on sait que l'attaquant pourra y jouer. Alors, les arbitres, souvent, vont se faire avoir par rapport à ça, puisqu'en fait, l'attaquant va accentuer son déséquilibre, il va se pencher même sur le bras. Donc ça, c'est D'accord. important déjà d'avoir des positions correctes pour le défenseur, parce que ça va lui permettre aussi de ne pas se faire sanctionner. Donc c'est un repère, ça va faciliter la tâche des arbitres, ça va aussi mettre en avant son bon positionnement. Donc ça c'est D'accord. vraiment qui est important pour les deux, et les joueurs et les arbitres. D'accord. Tout à l'heure, vous m'avez parlé d'une notion intéressante sur le placement du défenseur entre la cage et entre le but. Hum. Il y a un nom qui est spécifique pour ça ou pour la trajectoire de l'attaquant directement au but ou comment ça s'appelle? Ouais, il y a plusieurs choses. Alors, vous avez cette notion de distance de combat qui peut être la distance qui peut être entre l'attaquant et le défenseur. La distance de combat, c'est suivant votre capacité à être mobile en défense, votre capacité aussi en lien avec la règle de jeu, les trois pas, le dribble ou autre, à utiliser du coup cette distance. Donc, on peut dire que c'est l'écart. Alors, distance de combat, le mot combat est peut-être un peu fort, mais la distance de duel, on pourrait parler. Donc, il y a ça, il y a ça qui est à prendre en compte. Et après, alors, je ne sais pas si ça va ouvrir des espaces vers votre question, mais il y a aussi cette notion de faute de défenseur qui peut apparaître. Est-ce Ouais, que je suis de face? Est-ce que je suis devant et de côté? Est-ce que je suis derrière de côté? Est-ce que je suis complètement derrière? Donc là, on parle d'action du coup irrégulière, donc forcément à sanctionner
dans un premier temps sportivement, mais aussi disciplinairement. Donc, la prise en compte, hein, c'est bien affiché dans le schéma qui est là, cette notion de couloir de jeu direct, hein, d'accès direct à la cible. Donc, toutes les autres actions qui sont derrière ou de côté par rapport à cet attaquant sont irrégulières. Alors, la plupart du temps, ça se manifeste par des poussettes, des accrochages et des ceinturages, du coup. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Eh ben moi, je n'avais pas spécialement d'autres questions, mis à part après, c'est peut-être que vous puissiez m'expliquer plus en détail ce que c'est le ceinturage du coup, et parler un petit peu plus du ceinturage, parce Ouais. qu'effectivement, on revoit beaucoup ces fautes-là pendant les matchs. Ouais. Alors, il y a une particularité. Alors, juste le mot ceinturage, l'image qu'on en a la plupart du temps, c'est quelqu'un qui fait le tour d'une autre personne, qui le soulève, d'accord, ou qui lui bloque complètement les bras. Certes, c'est une forme de ceinturage, mais il y en a d'autres. Alors, il y a une chose à prendre en compte. Alors, là, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment l'aspect théorique. Mais théoriquement, ce qui est bien écrit dans le code, c'est la notion de contrôler. Voilà. Donc, contrôler, théoriquement, on devrait avoir, par l'intermédiaire de ses bras, pouvoir mobiliser du coup l'attaquant. On sait que par moment donné, bah, on arrive quand même malgré tout à attraper. Alors, je n'ai pas dit ceinturer, j'ai dit attraper, du coup, Ouais, la personne. Alors, quand je dis attraper la personne, c'est plutôt dans l'idée de dire je ne la laisse pas tomber. C'est pas dans je l'empêche de passer. Donc, c'est d'accord, vraiment pour pas qu'elle se fasse mal. Donc, d'ailleurs, en tant qu'arbitre, c'est pas forcément facile des fois d'identifier entre le joueur qui attrape pour retenir l'attaquant pour pas qu'il se fasse mal et le fait de l'attraper, de le retenir pour vraiment l'empêcher de faire une action. Donc, ça c'est une notion qui n'est pas forcément facile. Un des d'accord, critères, c'est cette notion de ligne d'épaule qu'on peut avoir. À partir du moment où je fais à deux bras et aussi à un bras, je fais le tour du coup de l'attaquant, on considère que c'est un ceinturage. Alors, il y a des ceinturages qui sont, on va dire, à sanctionner. Puis, il y a des ceinturages qui se manifestent simplement par une faute. À partir du moment où ça n'a pas vraiment d'influence, si la personne ne fait aucun effort, qu'on passe le bras un peu derrière la personne, mais qu'on ne la retient pas vraiment, c'est-à-dire qu'on a vraiment juste cette présence de la main qui est derrière la ligne, voilà, ça peut être identifié comme un G-franc, mais ce n'est pas forcément à sanctionner disciplinairement. d'accord, ok, très bien. Mais écoutez, ça apporte beaucoup plus d'éléments en tout cas, et ça me permet d'y voir un petit peu plus clair sur cette gestion en moins du duel. Et, et puis donc voilà, je vois que vous avez la notion de passage en force, si peut-être à m'expliquer, qui n'est pas très très claire. Ok. Alors, je continue, hein, c'est les notions de duel que nous on avait identifiées, mais c'est très bien parce que ça correspond à nos questions. Donc voilà. Donc je vois que vous êtes occupé aussi en même temps, mais j'essaie vraiment de prendre le temps de vous expliquer. Et puis de toute façon, à défaut, on va essayer d'enregistrer la vidéo pour qu'elle puisse être passée sur le site. Donc si jamais vous n'avez pas tout, c'est pas gênant, vous pouvez récupérer la vidéo, hein. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite com là-dessus. Notion de passage en force. Alors, il y a un certain nombre d'éléments à prendre en compte. Le premier, c'est la position géographique du défenseur. Il ne faut pas qu'il soit dans la zone, forcément. Il utilise la zone, donc ça, c'est important qu'il soit à l'extérieur. Donc, c'est une notion de défenseur. Donc là, c'est marqué, identifié sur le document, mais le défenseur n'est pas en mouvement de manière latérale, en profondeur ou est équilibré. Alors, équilibré, c'est quoi? Cette notion d'équilibre n'est pas forcément facile à développer. Alors, ça peut être un alignement du coup des différents segments. Ça peut être identifié qu'il ait deux appuis au sol. Ça peut être identifié qu'il a marqué un temps où en fait, il a réussi à vraiment prendre sa position et notamment l'avoir avant que l'attaquant arrive. Donc ça, c'est important. Je vous rappelle juste que notamment par rapport à la notion de cylindre, c'est pas parce qu'on est équilibré et arrêté. Si on est comme ça, on est hors du cylindre, donc il n'y a pas de passage en force, parce qu'on exploite un espace qui n'est pas autorisé à l'extérieur du D'accord, cylindre. d'accord, Autre point qui est important, c'est cette notion d'attaquant qui percute. On parle de percussion, c'est l'autre nom qui est utilisé pour le passage en force. Alors, il y a plusieurs types de percussions. Vous avez des choses qui sont de type raffut, qui peuvent être avec ou sans ballon, pivot ou autre. Vous avez aussi l'utilisation d'un segment pour en tirer un avantage. Je prends l'exemple, je mets le coude devant vous, je suis porteur de balle. Souvent, c'est une posture qui est utilisée pour s'équilibrer pour l'attaquant, mais parfois, c'est aussi un avantage qu'on tire sur le défenseur. Donc voilà. Et puis, bah, simplement, les passages en force, vraiment, ils sont constatés quand une passe vient de l'arrière vers l'avant, puisqu'en fait, le futur réceptionneur, il va être obligé de se tourner vers la balle, ne voit pas où il va. Et souvent, alors ça se fait souvent entre la relation arrière, demi-arrière et arrière-ailier, donc les passes du coup qui vont dans ce sens-là, ou éventuellement vers le pivot, parce qu'en fait, souvent le défenseur est suffisamment malin pour anticiper la trajectoire de l'attaquant. Et quand l'attaquant commence à prendre l'information pour se tourner, bah, il rentre dedans. Donc voilà, d'accord, il y a ce qu'on rencontre, hein, en termes de caractéristiques, c'est un défenseur qui a pris sa position, qui est arrivé avant l'attaquant et qui d'un coup bascule en arrière
pas en anticipation, parce que là, on parlerait de flopping, mais il y a un contact et on voit un écart, on voit un recul, la personne tombe sur les fesses, le haut du corps bascule. Donc voilà, ça, c'est les grandes caractéristiques qu'on a. À partir du moment où il y a un défenseur qui sera en mouvement ou un attaquant qui, à un moment donné, utilisera ou exploitera sa situation, par exemple, il est arrivé qu'une personne qui veuille contrer, donc le défenseur saute, l'attaquant saute, l'attaquant lui tombe dessus pendant qu'il est en l'air et ensuite tire, il en tire un avantage, on considère que c'est un passage en force. D'accord. C'est vraiment, là, on peut se considérer qu'il n'y a pas vraiment un équilibre stable du défenseur, sauf que c'est vraiment lui qui lui rentre dedans. Qu'est-ce qui est le plus flagrant des deux? C'est vraiment l'attaquant qui lui rentre dedans, quoi. Donc finalement, si je comprends bien, en plus de ce que vous me dites, il y a une notion de quel joueur a gagné l'espace en premier. Est-ce que c'est le défenseur qui a gagné l'espace, auquel cas il y a plus de chances qu'il y ait passage en force, ou auquel cas c'est l'attaquant qui a gagné l'espace et du coup, il y a plus de chances qu'il y ait une faute du défenseur. Tout à fait. Alors là, ce qui est hyper important par rapport à ça, ça a été fait sur une précédente vidéo, mais forcément, le placement et les déplacements de l'arbitre, ils sont clés. Ils sont clés pour savoir qui a gagné l'espace en premier. On voit un espace en premier. On voit une personne qui se positionne dedans. Est-ce que c'est l'attaquant et ses défenseurs en premier? Et là, ça nous permet de déterminer en tant qu'arbitre qui a gagné et comment on doit siffler la faute. Est-ce que c'est une faute D'accord. d'attaquant? Est-ce que c'est une faute de défenseur? Ok. Très bien. Euh, Petit récap juste sur ça. Et après, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ouais. Juste, on avait fait un petit tableau. Donc voilà, des éléments qu'on vient de citer, les percussions, le passage en force ou autre. Et globalement, les situations rencontres, alors situation de jeu placée, souvent sont des situations de barrage. En fait, souvent, on a un défenseur qui se met en face, même défense homme à homme. On a souvent cet aspect-là. Il y a les situations de montée. Donc là, c'est quand il y a pression exercée, dispositifs différents et des intentions de récupération de balles ou éventuellement de neutralisation. Et puis, il y a ce qu'on appelle les situations de poursuite. Donc, c'est aussi bien les contre-attaques que la défense avec tendance zone qui ont pour objectif de protéger un secteur, d'amener du flottement et du surnombre. Et logiquement, il y a un risque de toucher latéralement l'attaquant. Donc voilà, D'accord. c'était juste pour. On avait fait globalement les types de fautes qui pouvaient être le plus souvent rencontrées. Ça ne veut pas dire que cette situation-là qui aura ça, c'est juste celles qu'on voit le plus fréquemment. Et déjà, ça peut donner des indices en fait pour nos arbitres. Ok, tout à fait. Ouais. C'est intéressant d'avoir plusieurs exemples comme ça. Voilà, pour vous en tant que joueur, je pense que si vous analysez ça et que demain vous allez arbitrer en tant que JJT3, bah, vous voyez tel type de défense, vous pouvez vous dire qu'il y aura peut-être plus souvent ça ou ça. D'accord. Et du coup, par rapport à tout ce que vous m'avez expliqué, là, par rapport à toutes ces fautes de défense ou ces duels possibles et tout ça, là, bah forcément, quand il va y avoir des fautes de défense, nous, les arbitres, il va falloir qu'on intervienne sur une sanction possible. Et comment est-ce qu'on va arriver à évaluer quelle décision, quelle sanction sera la plus appropriée à la faute qui aura été commise? Ouais, je peux vous aider là-dessus. Alors, moi, je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus, c'est important. Le terme utilisé, c'est le terme sanction, mais la plupart du temps, un arbitre, notamment un GJT3, n'ose pas, entre parenthèses, sanctionner, parce que pour lui, c'est pour punir quelqu'un. Moi, je pense qu'on peut parler de réparation disciplinaire. C'est-à-dire qu'en fait, l'arbitre, il est là pour essayer de rééquilibrer les rapports de force par rapport à quelque chose qui s'est passé, qui est interdit dans la règle. Donc voilà, donc ça, c'est un mot qui change beaucoup de choses dans la représentation que vous pouvez avoir en tant que JAJ et aussi dans la tête de nos formateurs. Donc, pour répondre à votre question, on est parti sur donc, 4 critères de décision identifiés. Le critère d'intensité, la partie du corps, le positionnement et les répercussions. Plus on va aller vers le haut, plus on aura une tendance à monter dans l'échelle des sanctions. Alors, je vais vous donner un exemple. Sur la partie intensité, donc voilà, si je mets très faible, c'est par exemple le frôler. Voilà. Faible, toucher. Moyenne, pousser. Forte, percuter. Et maximale, détruire. Je vais vraiment j'essaie d'utiliser des termes pour que vous puissiez vraiment comprendre et vulgariser un petit peu ça. Par D'accord. rapport aux parties du corps, c'est plus ou moins expliqué. Est-ce que c'est plutôt le tronc? Est-ce que c'est les troncs près des membres qui est un plus dangereux? Donc les membres, les bras, les bras, du coup les jambes. Au-dessus de la ligne d'épaule, forcément, c'est de plus en plus vital. Si on suit la logique, plus ça va être vital, plus ça va être dangereux. Le cou, la tête. D'accord? Donc ça, c'est un autre critère qui est important. Et puis le positionnement, c'est ce qu'on a vu un peu sur le schéma. Est-ce que je suis de face de côté sur mon intervention de contact, de côté ou derrière, ou carrément de derrière? Forcément, plus on va monter, plus ça va être haut. Et puis la répercussion. Alors, la répercussion, elle dépend de plusieurs choses. Ça peut être de la stabilité du coup de l'attaquant. Est-ce qu'il y a deux appuis au sol? Est-ce qu'il y a un appui? Est-ce qu'il est en l'air? Donc ça, forcément, ça va complètement influencer. Et puis, la répercussion que ça va avoir sur son équilibre. Alors, l'exemple type, c'est comment il retombe. Donc là, si je prends cet D'accord. exemple-là, est-ce qu'il retombe sur les pieds? Est-ce qu'il retombe du coup sur les genoux? Est-ce qu'il retombe sur le côté? Est-ce qu'il retombe sur le dos? Est-ce qu'il retombe sur la tête?
Voilà, Hmm. c'était juste un exemple. Il n'y a pas que cet exemple-là, mais celui-là permet d'identifier des critères observables de décision. Alors, il faut savoir que dans l'ensemble des critères que je vous ai donnés, ils sont forcément en interaction. Il peut y avoir, par exemple, une faible intensité, mais touché au niveau de la tête et par derrière. D'accord, ouais. Donc forcément, là, on prend en compte les critères qui sont quand même le plus dangereux, hein. Donc ça, on ne va absolument pas voir sur un terrain. À Ok. l'inverse, vous pouvez avoir un contact d'une intensité maximale tout en étant en face. À partir du moment où il serait autorisé, c'est-à-dire pas bras tendus, bon, bah, on peut se dire qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de choses à avoir si la personne a fait l'effort de se bien placer. Pourtant, l'intensité est forte. Donc, Hmm. voilà, faut interagir à tout ça. Pour vulgariser les choses, alors, j'essaye vraiment de vous expliquer, de mettre à votre portée, hein. Vous êtes déjà JT3, donc j'essaie de vous faire comprendre comment vous, vous pouvez avoir des effets vis-à-vis des joueurs, mais en plus vraiment comprendre l'intérêt du coup des sanctions. Et donc l'idée, c'est de vous présenter ce petit truc-là, c'est une autre approche de l'échelle des sanctions à vulgariser pour tout le monde. Mais vous, l'effet que vous avez quand, par exemple, vous allez mettre un carton jaune, un avertissement à quelqu'un, c'est globalement lui dire que c'est pas bien. Quand je dis que c'est pas bien, c'est pas un truc anodin quand même. C'est vraiment marquer le coup. Donc n'hésitez pas à présenter le jaune, lui expliquer pourquoi. Donc vous avez aussi un rôle important de lui donner au moins les moyens de se transformer et de changer, ou lui expliquer ce que lui est reproché. Donc ça, c'est important. Des minutes, c'est interdit. Donc forcément, la personne, elle sort du terrain. Elle a bien lui faire comprendre que ça, on ne veut surtout pas le voir. Voilà, Hmm. ou autre. Et là, après, on bascule dans des choses qui sont un peu plus vraiment, vraiment méchantes. Carton rouge, vous devez en mettre, c'est quelque chose qui est inadmissible sur un terrain. Voilà, c'est pas possible de voir ça. Voilà, ça ne peut pas se reproduire. La personne, définitivement, on ne doit plus la voir sur la rencontre. Et puis, voilà, c'est l'ultime. Disqualification, du coup, donc c'est le carton rouge enchaîné avec le carton bleu. C'est un acte qui est inadmissible sur le terrain et dans la vie. Ça veut dire que c'est quelque chose qui pourrait être reproché à quelqu'un hors du cadre du handball. Frapper quelqu'un, cracher dessus, insulter. Enfin, voilà, ça, on rentre là-dessus. Voilà, c'est un acte manifeste de nuire à quelqu'un. Donc Tout à voilà, fait. c'est voilà. Écoutez, D'accord. je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Et avec ces éléments-là, vous avez pu au moins comprendre certaines notions. Enfin, voilà, je vous laisse me faire un C'est petit vrai retour. que, c'est vrai que ouais, enfin, c'est clair parce que du coup, on a pu faire le point. Vous m'avez bien expliqué les différentes fautes, un petit peu le rôle du défenseur, ce qu'il a le droit de faire. Et du coup, ben, forcément, j'ai compris ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Vous m'avez expliqué un petit peu du coup aussi comment est-ce que je peux prendre ma décision pour la réparation de la faute qui a été commise et du coup amener avec ça une sanction. Et en fait, moi, ce que je comprenais pas trop, bah, c'était comment je pouvais sanctionner et qu'est-ce qui allait me faire décider de la bonne sanction. Mais du coup, ça, c'est beaucoup plus clair avec les critères. Et en plus, maintenant, je sais quelle sanction correspond. L'avertissement, c'est plutôt pour dire que c'est pas bien, l'exclusion de 2 minutes pour dire que c'est pas autorisé, etc., quoi. Donc c'est vraiment plus clair. En tout cas, je vous remercie. Ouais, ce qu'on va faire, c'est que là, on a fait une deuxième vidéo. On va en proposer une troisième et une quatrième, puisqu'en fait, il y a deux autres questions qui ressortent. Aujourd'hui, il y a cette notion de communication. Par exemple, là, je vous ai parlé de donner des éléments aux joueurs pour pouvoir se transformer. Des fois, Hmm. l'arbitre n'a pas le temps parce que ça enchaîne sur une contre-attaque. Donc, il y a des Ouais. axes de communication à faire. Il y a des gestes qui existent, qui sont codifiés, qu'on va vous montrer par la suite. Et puis, forcément, souvent, à une sanction disciplinaire, en amont, il y a une sanction sportive ou une réparation sportive. Donc, on sait qu'en tant que JJT3, c'est pas facile aussi d'identifier la bonne sanction sportive, notamment cette situation qui amène au jet de 7 mètres où il y a une occasion manifeste de but qui est déjouée par un défenseur. Donc, ça sera la suite de nos vidéos. D'accord, bah, très bien. Bah, j'ai hâte de les voir en tout cas. Merci beaucoup. Bah, de rien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, et vous aussi. À bientôt. Au revoir.